Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous accueillir ici dans le cadre du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles. Faut-il réinventer l'écologie politique? C'est vrai qu'il y a un constat d'échec des partis en lien avec l'écologie. Enfin, Yves Contasso, peut-être vous ne serez pas tout à fait de cet avis. Vous êtes coprésident du groupe Génération au sein du Conseil de Paris. Juste en face de vous, Nicolas Kerfan, bonjour. Vous êtes président de l'UIPP. L'UIPP, l'Union des... Protection des plantes. Voilà, des industriels. On pourrait dire que tout vous sépare, mais peut-être pas, parce qu'il faut réinventer l'écologie. Et je vais vous demander, à partir d'une feuille blanche, de réinventer l'écologie, parce que nos enfants, eux, ont besoin qu'on réinvente l'écologie. Mais on a fait un micro-trottoir pour voir un peu ce que pensaient les visiteurs du salon sur cette forme d'écologie. Top image. Je pense qu'ils ne sont pas toujours entendus ou audibles. Et donc moi j'espère qu'en tout cas l'écologie soit encore plus portée par ces partis. En France en tout cas, ils sont très identifiés d'un côté, généralement à gauche. Alors que pour moi, l'écologie, c'est pas un sujet de droite ou de gauche, c'est un sujet de société. Pour tous les citoyens, et aujourd'hui les partis politiques sont un peu trop politiciens pour inspirer les citoyens. C'est pas le parti écologiste qui va me faire que je vais avoir des actions écologistes dans mon quotidien. Peut-être que les médias justement ne montrent pas non plus toutes les choses que propose le mouvement écologique, et puis voilà. Ça n'intéresse pas, parce qu'aujourd'hui ce n'est que du lobby, c'est que des histoires à dormir debout. Non, le Parti écologiste a un problème de visibilité déjà, et a tout intérêt à se développer en local plutôt qu'au national, puisque les initiatives de transition énergétique doivent se faire en local tout simplement. Donc aujourd'hui, non, je ne peux pas dire que je suis convaincue. Ma démarche écolo, elle vient de moi-même, par mes gestes du quotidien, et voilà. Alors, un constat d'échec ou pas, Yves Contasso? C'est assez compliqué. Au plan électoral, incontestablement, les partis écologistes, et notamment Europe Écologie Les Verts, qui pendant longtemps était le parti le plus représentatif, mais il y en a d'autres, n'ont pas réussi électoralement. En même temps, j'ai la conviction que culturellement, ils ont gagné. Ils ont gagné parce que l'écologie, aujourd'hui, tout le monde en parle. Plus ou moins bien, plus ou moins de manière sincère, mais aucun parti politique ne peut se priver de parler d'écologie. Donc ça veut dire que la question de l'écologie, elle est devenue, je dirais, essentielle. Alors on est en même temps, je dirais, encouragé face à la menace mondiale, qui est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'ensemble de la planète est confronté au même défi. Le défi du réchauffement climatique et du potentiel... la potentielle disparition de l'espèce humaine. Donc là, on a une obligation d'agir. Alors, cela étant, les réponses sont extrêmement diverses. Certains disent, puisque c'est fichu, profitons-en. C'est Donald Trump, Elon Musk, tous ces gens qui rêvent de trouver une autre planète où quelques-uns pourront s'échapper. La réalité n'est pas celle-là, évidemment. Et donc, on a cette obligation de trouver des solutions ensemble. Et ça qui est intéressant, c'est que quels que soient les pays, quels que soient les points de vue, personne ne pourra échapper à trouver des solutions, et des solutions réelles. C'est-à-dire oublier un peu ce qu'on a fait pendant un siècle et demi, 2 siècles, de penser qu'une forme de progrès, une forme de progrès scientifique notamment, mais pas seulement, avait réglé toutes les questions. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ça ne marche pas et que donc il faut repenser complètement le système. Et ça, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de solution toute faite, même s'il y a beaucoup de pistes qui sont sur la table. Avec une articulation entre ce que j'ai entendu, c'est-à-dire des changements individuels qui sont indispensables, mais qui ne sont pas suffisants s'il n'y a pas aussi des volontés politiques et des politiques publiques qui sont mises en œuvre. On pourra donner beaucoup d'exemples. Je vais juste en donner un. Aujourd'hui, ne rien faire en matière de déplacement et considérer que les industriels de la voiture sont toujours libres de mettre sur le marché des voitures qui consomment 7, 8, 9, 10 litres au 100, alors que techniquement on sait faire des véhicules qui consomment 1 litre, mais qu'il n'y a pas de volonté des pouvoirs publics, eh bien on continuera à polluer, à émettre des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'on saurait régler cette question-là assez rapidement. Mais il y a évidemment des intérêts industriels et financiers en jeu. On va laisser la parole à l'industriel, justement. Alors, Nicolas Kerfan. les industriels, bon, on n'est pas que des industriels. Hein. Moi, j'ai parlé avec ma fille tout à l'heure, justement, l'écologie politique, en lui demandant ce que c'était pour elle. Elle a rapidement regardé sur Internet, puisque ça, c'est ce qu'on fait là en premier temps. Et ça date des années 70. Donc, en gros, ça date plus ou moins la période à laquelle je suis né. Donc, j'ai vécu dedans.
Et finalement, quand on se regarde, tous autant qu'on est, on est tous écologistes, d'une certaine façon, avec un curseur qui est placé à un endroit différent. Vivant dans un modèle qui est ce qu'il est aujourd'hui, qui nous a permis d'augmenter notre confort de vie, notre durée de vie, qui a permis à un grand nombre de personnes de continuer à évoluer sur cette planète, parce que c'est aujourd'hui on est sur un système mondial, on n'est plus que dans un marché franco-français, donc il faut qu'on tienne compte de ces règles. Et comme vous l'avez dit, oui, il faut faire évoluer le modèle, et tout le monde en est conscient. Et en 40, 50 ans, on a fait énormément de changements. Alors, on oublie peut-être un peu trop rapidement, enfin, certains d'entre nous se souviennent peut-être comment on vivait dans les années 70. La problématique, c'était pas de savoir ce qu'on allait manger, c'est est-ce qu'on pouvait encore avoir suffisamment à manger pour tout le monde. Attendez, je ne parle pas que de la France. On ne peut pas se résumer aux 1% des gens de la planète. Juste une question, combien il y avait de gens qui mouraient de faim en 70, combien il y en a aujourd'hui? Aujourd'hui, alors mourir de faim, rigoureusement le même nombre. 1 milliard, oui, mais... Rigoureusement le même nombre. Oui. On n'a pas diminué le nombre de personnes qui meurent de faim aujourd'hui dans le monde. Certes, mais nous sommes 7 milliards et demi aujourd'hui. Mais nous sommes 7 Le milliards problème de la aujourd'hui. faim, c'est géopolitique. Ça n'est pas que géopolitique, vous avez raison, c'est beaucoup géopolitique. C'est une organisation. Je lisais d'ailleurs sur un site que vous connaissez bien, BASF, qu'aujourd'hui, chaque Français gâche 105 kilos de nourriture par an. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est aussi une question de répartition. Ça n'est pas qu'une question géopolitique. Quand on est capable de gâcher autant, ça prouve bien qu'on a un modèle qui est un modèle de surconsommation. Et votre fille, comme mon fils, comme d'autres, le vivent. C'est-à-dire quand on leur dit « il faut changer de portable tous les 6 mois, il faut changer de voiture tous les 3-4 ans », etc. On est dans un modèle du jetable, du très court terme, qui ne répond pas à une injonction qu'on a, qui est que la planète n'a pas la capacité de faire face à ce gâchis. On est dans une société du gâchis, au détriment d'autres qui sont dans une société du manque. Ça, c'est évident. On fait des efforts quand même. Hein. Il faut quand même voir ce que je vois par la consommation de l'eau, par le tri sélectif, le recyclage, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Vous le disiez à un moment, effectivement, on a toujours le même nombre de personnes qui aujourd'hui meurent ou en tout cas sont dans une situation de précarité au niveau alimentaire. Sauf que il y a 50 ans, on était 3 milliards. Donc 1 milliard sur 3 milliards, c'est pas pareil qu'1 milliard sur 7 milliards. Donc on a quand même amélioré les choses. Aujourd'hui, on arrive à produire un peu plus. On a des aliments sains. Alors évidemment, on peut toujours aller un peu plus loin. Les aliments sont sains. Après, il faut s'occuper évidemment de la biodiversité. On vit tous ensemble sur cette planète et on ne peut pas imaginer que dans un jardin, il y en a un qui vit bien dans un coin et l'autre en train de pourrir le jardin. Quand vous dites les aliments sont sains, vous considérez que par exemple, vous, moi, vous, on est tous infectés avec des perturbateurs endocriniens. On a tous des résidus chimiques dans le corps. Ils viennent d'où? Mais la chimie, monsieur, c'est la nature. On n'en avait pas il y a 40 ans, 50 ans. Mais si, vous en aviez. Non, mais si. on n'en avait pas. Mais si. Aujourd'hui, tous autant qu'on est, on est de la chimie. La chimie, c'est la vie. Non. Mais si, monsieur. Enfin, c'est pas de la chimie, c'est une somme de molécules. Nous sommes une somme de molécules. Enfin, la plupart des ingrédients qui existent. Oui, mais la plupart des ingrédients qui existent sur cette terre. Et non, ils sont pas arrivés par l'espace quelque part. Donc on les a mélangés, on les a amenés, et nous faisons. En tout cas, c'est ce que nous faisons. Nous faisons confiance à la science, qui emmène un certain nombre de savoirs, et le savoir nous permet d'évoluer. Si on avait su, il y a une centaine de milliers d'années, que le feu, ça brûlait, c'était dangereux, on l'aurait jamais inventé, y compris la roue, et ainsi de suite, y compris l'avion. Donc c'est grâce à la science, c'est grâce à l'évolution que l'humanité a évolué. Alors évidemment, il y a des accidents, évidemment, on apprend de nos erreurs, et c'est ce que nous faisons. Et les normes, alors on parle de normes de sécurité, on parle d'un grand nombre de choses, évoluent au fur et à mesure. On le regarde dans l'aviation, on regarde dans les voitures. Une voiture aujourd'hui dans laquelle vous roulez, elle est toujours dangereuse, mais imaginez la voiture dans les années 70. Aujourd'hui, il est impossible de rouler avec cette voiture. L'aspirine qui aujourd'hui existe ne repasserait pas les normes si on l'inventait aujourd'hui. J'ai une voiture qui date de bien avant 1970, vous voyez, elle roule très bien et elle émet très peu. Une Porsche. Non, une vieille Méhari, vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc on n'est pas obligé de rouler en Porsche. Et aujourd'hui, une voiture qui pèse en moyenne 1 tonne 2, transporte 80 kilos de chair humaine, entre guillemets, parce qu'on a une inefficacité énergétique absolument fabuleuse. Et ça, on peut le multiplier à l'infini. Alors quand vous dites la science, moi je ne suis pas contre la science. Il faut effectivement de la recherche scientifique. La vraie question, c'est pourquoi faire et avec quelle garantie? Parce que par exemple, la science, c'est Tchernobyl. La science, c'est Fukushima. C'est aussi ça. Mais c'est aussi les vaccins. C'est aussi les vaccins. Mais c'est bien pour ça que je vous dis que ce n'est pas pour ou contre la science. C'est dire la science règle les problèmes, c'est pas vrai. Elle règle certains problèmes et elle en crée d'autres. Donc la vraie question à chaque fois, c'est
quelles limites et pour quels objectifs. Ça me paraît fondamental. Or aujourd'hui, depuis en gros 30 à 40 ans, on a abandonné tout ce qui était réflexion sur des projets globaux de société, etc., avec une raison assez simple. C'est l'effondrement des pays de l'Est. À partir du moment où la guerre froide s'est traduite par l'effondrement du communisme, qui avait plein de défauts, et j'étais un des premiers à combattre le stalinisme et toutes ses dérives, il y avait un projet collectif. De l'autre côté, c'était l'individualisme, derrière les mots de libéralisme. Le résultat, c'est qu'on est passé dans le tout libéral, dans le tout individuel, dans le tout profit, au détriment du projet collectif. Et aujourd'hui, un des enjeux majeurs de l'écologie politique, c'est de dire, face à ces défis mondiaux, comment peut-on articuler les libertés individuelles avec le projet collectif? Et c'est pour ça, quand j'entendais tout à l'heure quelqu'un dire l'écologie ne peut pas être de gauche, c'est l'inverse. Elle est forcément de gauche, entre guillemets, dans la mesure où elle induit de faire de la régulation. Ce qui est contraire, effectivement, avec le libéralisme qui, par principe, dit le marché règle tout. C'est compliqué. Laissez-moi réagir. Le marché ne règle pas tout. Je pense que le libéralisme permet à chacun d'apporter une valeur ajoutée à hauteur de ce qu'il considère être dans la droite ligne de ses valeurs. Aujourd'hui, je suis également patron d'une entreprise que je fais fonctionner et nous avons des valeurs très claires sur ce que nous développons, sur les produits que nous retirons, les produits que nous mettons en marché. Et ça doit apporter une valeur complémentaire. Il y a une création de valeur. Par contre, on a une responsabilité également, et là je sais qu'on nous rattrape très souvent en disant « oui, mais vous faites de l'argent ». Ça ne fonctionne pas si vous n'avez pas une création de valeur qui vous permet de réinvestir. Sinon, nous sommes un État, et ce n'est pas notre vocation, nous sommes une entreprise privée, et nous développons donc des solutions qui ne sont que des solutions qui apportent forcément un plus. Sinon, elles ne seraient pas utilisées. Je reprends la main sur le débat. Il faut écrire l'écologie de demain. Quand on discute un peu avec les jeunes, on sent qu'il y a une rupture. C'est-à-dire que chez les jeunes générations, on remet en cause ce qu'on a dit pendant des années en disant c'est des petits gestes, l'économie d'eau, on va tirer la chasse à moitié, etc. Non, aujourd'hui, on ne retrouve plus ce message. On a quand même l'idée qu'il faut faire payer les grandes entreprises. Comment vous le ressentez, ça ? Alors, les Google, les GAFA, notamment. De toute façon, c'est toujours plus simple de faire payer ceux qui ont de l'argent que ceux qui n'en ont pas. Bon. Et l'État n'a pas de l'argent, puisque c'est l'argent public, c'est l'ensemble de la société. Donc il ne fait que rediriger, de ce que je comprends, il redirige et il oriente les sommes en fonction de ce qu'il considère comme étant les attentes sociétales. Quand on nous demande, à un moment ou à un autre, comment est-ce que l'on peut contribuer à améliorer, ce que l'on fait, c'est qu'on peut organiser, créant une valeur ajoutée, organiser notre recherche de manière à répondre à ces enjeux sociétaux. Et cette recherche, elle est orientée, je travaille dans une entreprise qui fait de la chimie, également dans le recyclage. Le recyclage est une forme de solution qui permet de réutiliser les matières qui peuvent avoir une deuxième vie, et on va bien dans le sens moi j'appelle ça aussi de forme d'écologie. Alors, ce n'est pas parce que c'est industriel que ça va forcément complètement à l'encontre. Si on regarde, et je vais juste terminer avec ça, si on regarde aujourd'hui l'ensemble des espèces qui vivent sur la planète, et si on reprend de façon très très lointaine, on est un tout petit morceau de quelque chose, et la nature elle-même a fait disparaître plus de 99% des espèces qui vivaient sur cette planète. Donc la nature elle-même fait le tri. Et on n'est qu'un passage sur cette planète. Donc à nous de faire attention à ce que ce passage soit propre, mais soit aussi suffisamment confortable pour qu'on puisse y vivre correctement. Yves Contesso. Je partage totalement l'idée qu'on est, comme le disait célèbre biologiste, le fruit du hasard sur Terre. C'est le hasard si l'être humain existe. Mais on peut dire comme vous, c'est fugace, c'est pas grave, on disparaîtra et d'autres espèces nous remplaceront. On peut le dire. Je ne suis pas convaincu que lorsqu'on est parent, ça soit le message d'espoir qu'on doit donner aux générations derrière nous. Moi, je n'ai pas envie de dire à mes 3 enfants, tu sais, c'est pas grave, vous disparaîtrez peut-être, alors peut-être pas tout de suite, parce qu'effectivement, c'est sur du temps très long, mais votre projet à long terme, c'est pas d'avoir une capacité à gérer intelligemment les ressources qu'il y a autour de nous. Je préfère, au contraire, être dans une posture de responsabilisation et de leur dire, au quotidien, vous devez avoir des gestes écolos. C'est pas facile. C'est pas facile, parce qu'effectivement, ils sont sollicités par la publicité, par leur environnement, par la pression de toute nature. Mais en même temps, je préfère leur dire ça, tout en me battant. C'est l'engagement que j'ai pris, non pas professionnellement, mais politiquement, de lutter pour qu'on ait des politiques publiques qui soient en phase avec cette nécessité de protéger notre environnement au sens large.
Alors quand vous dites les entreprises, on veut les faire payer, mais oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, ça a été mon travail professionnel pour le coup pendant toute ma carrière, les rapports entre ce qui ressort du point de vue des entreprises, les profits qu'elles génèrent, et puis ce qui est payé par vous, moi, les individus, les ménages, mais il y a sans commune mesure, je vous donne juste un chiffre. 2017, les banques génèrent 20 milliards en France, 20 milliards de profits. Vous imaginez ce que c'est? 20 milliards. Quand vous voyez que quelques hommes, parce qu'il n'y a que des hommes, alors, quasiment, les plus riches, des GAFA et autres, ont autant que la moitié de la population sur Terre. La moitié, c'est-à-dire 3,5 milliards de personnes, ils sont 36 à avoir autant qu'eux. On ne peut pas continuer comme ça, parce qu'évidemment, ils ne font pas que générer de l'activité, de la valeur ajoutée. C'est des types de comportements, et on le sait bien, où ces gens, et alors en France, c'est 0,1% de la population, c'est pas énorme, c'est à peu près 80 000 personnes, sont capables de prendre un jet pour aller faire un golf à New York, sont capables d'avoir des yachts qui consomment près de 3 à 4 000 litres à chaque fois qu'ils sortent. Donc il y a une espèce de fuite en avant sur de l'hyperconsommation dont on n'a même pas idée. Et ça n'est pas possible. Alors s'il n'y a pas de régulation, et si on dit il faut laisser chacun créer sa valeur ajoutée, mais quelle valeur ajoutée? La valeur ajoutée, elle est essentiellement financière. Elle n'est pas au service de la société. Vous parlez du tri des déchets. Je suis bien placé, c'est moi qui l'ai mis en place à Paris. Il n'y en avait pas avant. C'est moi qui l'ai mis en place. Je sais comment il a fallu se battre pour y arriver. Et c'était pas simple. Donc oui, on peut avancer, mais pas sans régulation. Autre idée nouvelle, quand on discute un peu avec les jeunes, ils acceptent le malthusianisme. C'est-à-dire de dire il faut accepter l'idée, peut-être, de ne pas être trop nombreux sur cette planète. Et ça, c'était une idée qui était taboue pour nos générations. Comment vous réagissez, vous et vous? Je trouve ça assez incroyable comme discours, parce qu'en gros, ça revient à dire on a peur, en réalité, de la croissance démographique de l'Afrique. Ça n'est jamais dit comme ça. Mais la réalité est celle-là. Parce que c'est l'endroit où aujourd'hui la croissance démographique est la plus importante. Il faut savoir qu'un enfant français est plus prédateur, entre guillemets, pour la planète qu'une famille de 7 ou 8 enfants africains. Mais on ne se pose pas la question de dire, enfin sauf quelques-uns un peu fous, dire il ne faut plus qu'il y ait d'enfants en France. Personne ne dit ça. Mais pourtant, l'impact sur la planète est sans commune mesure. Et donc, la question, elle n'est pas de faire plus ou moins d'enfants, elle est pourquoi a-t-on une telle pression démographique dans ces pays? Pour une raison simple. Pas d'éducation des femmes, des petites filles, très très peu. Or, on sait qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre le niveau d'éducation des femmes et le nombre d'enfants. Premier élément. Deuxième élément, c'est la capacité à survivre avec une espérance de vie normale, et quand on la compare, ça n'a rien à voir, évidemment, avec l'ensemble des ressources qui permettent de vivre normalement. D'abord, les ressources alimentaires. Quand on voit qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des haricots verts qu'on mange ici provient d'Afrique, on se demande vraiment si on ne marche pas un peu sur la tête en termes d'efficacité, là encore, et d'impact sur la planète. Et en même temps, on les prive évidemment de leur propre culture traditionnelle. Donc, les solutions, on les connaît à peu près, et on sait, tous les modèles démographiques le montrent, qu'à partir de 2050, on va plutôt vers une diminution de la population sur Terre. Il y a un pic 2035-2040 et après ça diminue. Et ça peut diminuer de manière très importante. La Chine envisage d'avoir 300 millions de personnes en moins. Donc ce n'est pas des petits éléments. Alors la vraie question, elle, effectivement, comment on règle, je dirais, la péréquation entre guillemets sur l'ensemble de la planète. Nicolas Kerfan. Alors je ne vais pas me lancer dans des chiffres, j'ai des avis mais qui sont personnels là-dessus. Là où par contre je vous rejoins assez, c'est qu'effectivement il y aura probablement un équilibre à partir du moment où il y a un confort de vie qui existe. On le voit dans les différentes communautés, populations et autres. Plus le confort augmente, moins le nombre d'enfants augmente. Donc il y a une régulation, une autorégulation qui se fera naturellement. Et pour revenir à une chose très terre à terre, aujourd'hui quand je regarde quelle est notre part, nous en tant qu'industriels, dans l'agroalimentaire ou dans la protection des plantes, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui? On s'assure de mettre suffisamment à disposition pour remplir les besoins primaires, l'alimentaire. Donc nous, c'est pas l'eau, mais il y a l'eau et l'alimentation. C'est les deux éléments de base. Si vous n'avez pas ça, l'école, c'est compliqué derrière. Effectivement, juste après, il faut mettre l'école, il faut mettre les transports, il faut mettre un certain nombre de choses. Mais je pense qu'il faut le mettre dans l'ordre. Et quand on regarde aujourd'hui le système de sécurité sanitaire que l'on a en France, les systèmes de fonctionnement, le modèle économique, le modèle agricole, puisqu'on est au salon de l'agriculture que l'on a, il fonctionne. Il fonctionne depuis 20, 30, 40 ans. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait.
On va pouvoir continuer à améliorer, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le casser. Et ce qui me fait un peu peur, pour revenir sur la question agroécologique, c'est que l'écologie politique, bon, la politique existe souvent par les différences qu'il a face aux autres politiques. Donc, il faut mettre quelque chose de différent. C'est très souvent ce que j'ai entendu dans ce monde-là, et il y a un peu cette tendance à vouloir en rajouter et pousser un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Là où moi j'ai tendance à dire, essayons de voir, à faire évoluer ce modèle-là de façon intelligente, avec des solutions qui vont apparaître d'elles-mêmes, petit à petit. Et c'est comme ça qu'on arrivera, à mon avis, à avoir un équilibre, pas seulement au niveau français, mais européen et mondial. C'est une seule planète pour tous. Je voudrais vous faire réagir juste, parce qu'on arrive au terme de l'émission, sur une annonce qui a été faite ce matin ici, dans le cadre du Salon de l'Agriculture. La profession donc, des éleveurs a annoncé qu'il fallait devenir flexitarien, c'est-à-dire qu'il ne fallait plus consommer de la viande, il fallait consommer mieux de la viande, sous-entendu moins de viande, mais meilleure. Flexitarien, tout est possible? C'est tellement possible que c'est ce qu'on fait à Paris. Tout est possible que la profession des éleveurs mais bien sûr, vienne mais vers je là. vous le dis, quand on a commencé à mettre en place un repas végétarien alternatif, c'était pas obligatoire. Dans les cantines, on a eu une levée de bouclier d'un certain nombre de parents qui ont dit « Nos pauvres enfants, mais ils n'auront plus leur quantité de protéines, de vitamines, etc. » Aujourd'hui, c'est devenu une espèce de règle et ça monte. Quand on voit la quantité d'eau, puisque vous parliez de l'eau, qu'il faut pour produire un steak, c'est effrayant. C'est effrayant. Moi, j'ai souvenir, alors vous n'étiez pas né, puisque vous avez dit que vous étiez né en 70, de la campagne Suivez le bœuf de M. Missoff. On nous disait qu'il faut manger beaucoup, beaucoup plus de viande. Pourquoi ? Pas pour des questions sanitaires, pour défendre la filière. Ce n'était pas du tout une question de santé ou de nourriture. C'était pour des raisons économiques. Et donc, on nous a dit manger de la viande tous les jours. On a fait sauter le vendredi, où c'était sans viande pour des raisons religieuses, dans les écoles. Il n'y avait jamais de viande à la cantine le vendredi. Et puis, on est passé à la cantine le vendredi avec la viande, et puis pour certains 2 fois par jour, etc., etc. Et on a augmenté les quantités. Mais pour des raisons économiques, pas pour des raisons d'alimentation, de qualité. Donc on voit bien que ces questions-là, elles répondent à des impératifs économiques. D'abord, aujourd'hui, et il faudrait aussi être en capacité de dire comment on règle la question des éleveurs pour leur garantir du pouvoir d'achat, pour leur garantir un mieux vivre, tout en permettant de réduire les quantités de viande. Et on réduit aujourd'hui dans toutes les cantines les portions de viande parce qu'on sait qu'il y en a un paquet qui va à la poubelle. Nicolas Carfan, quelques mots. Alors, pour moi, c'est pas de réduire, d'enlever ou autre, c'est de laisser aux gens le choix, la possibilité, et de les éduquer par contre pour leur expliquer ce qu'il faut. Il faut tout. Il faut du poisson, il faut de la viande, il faut des légumes, il faut du pain, il faut de l'eau, il faut un peu de tout. Le sel également. Le sel, vous en prenez trop, c'est pas bon. Vous en avez pas assez, c'est pas bon non plus. Donc c'est toujours la dose qui fait la différence. Et trouver ces équilibres-là me semble ce qui est le plus judicieux. Donc pour moi, l'agriculture, elle est plurielle. Elle existe avec toutes les solutions. Et je souhaite que l'on arrive à accepter ces différences-là. J'ai aucun problème qu'il y ait des gens qui soient véganes, très bien, c'est libre à eux. Et s'il y a des gens qui sont, on dit des viandards, eh bien très bien, s'ils aiment ça, pourquoi pas ? Je ne suis pas viandard, mais je mange de la viande. J'aime la viande. Aujourd'hui, oui. Sur le mot, bon, les mots utilisés, moi je me souviens d'un mot qui a été amené il y a 2 ans, quand on arrivait justement avec l'agroécologie un peu poussée et autres, on parlait de la simplexité. Donc d'arriver à trouver des solutions qui avant étaient réglées simplement, qui demain seront réglées de façon complexe sur des problématiques qui elles-mêmes étaient simples. Parce qu'on a de moins en moins de solutions, parce qu'on a de plus en plus de règles, parce qu'on a de plus en plus de complexité pour améliorer les choses. Ça fait partie des choses qu'il faut que nous acceptions, c'est de plus en plus complexe, mais il faut surtout le temps pour y arriver. C'est cet élément-là qui pour moi est extrêmement important, que les gens aient le temps de s'y adapter. Nicolas Carfan, Yves Contasso, merci beaucoup d'avoir su discuter, échanger et puis peut-être construire l'avenir de l'écologie. Merci à vous et puis merci à vous.